Bonjour et bienvenue pour ce nouveau 7-8 Week-end, votre magazine sorties et loisirs au sommaire. Jusqu'à dimanche, Saint-Quentin en Yvelines est le théâtre d'un festival autour d'une même problématique, l'environnement. Ce week-end, la commune de Rambouillet propose de nombreux rendez-vous pour son festival dédié cette année à l'Arménie. Nous découvrirons le travail de Jean-Pierre Évrard, un photographe yvelinois passionné notamment par l'Égypte. Il capture tout particulièrement regards et émotions. Ce jeudi a débuté le festival Saint-Quentin. 4 jours de projection autour d'un même thème, l'environnement. Hier soir avait lieu la cérémonie d'ouverture à l'UGC Ciné-Cité de Saint-Quentin en Yvelines. Retour sur la soirée avec Sephora Namani et Camille Lambert. Nous avons décidé de commencer notre tour du monde à Abu Dhabi, ce qui nous permet d'un côté de passer là très tôt dans la saison, avant les moussons, mais aussi Abu Dhabi s'impose de manière logique à cause de sa diversification dans les énergies renouvelables. Solar Impulse 2, l'aventure de deux Suisses pour réaliser un tour du monde à bord d'un avion monoplace propulsé par l'énergie solaire, et premier documentaire projeté lors du festival 51. La COP 21, c'est un grand rendez-vous et je suis persuadée que l'aventure Solar Impulse fait partie des projets symboliques qui montrent qu'on peut changer de vie et que ce n'est pas la catastrophe qui nous s'annonce vers nous, c'est une aventure particulière justement pour éviter cette catastrophe. Organisé pendant le mois du film documentaire, le festival et son thème de l'environnement et du climat s'inscrit aussi dans l'optique de la grande conférence internationale sur le climat qui se tiendra à Paris à partir du 30 novembre prochain. Je trouve que ce festival et le film qu'on vient de voir pose de belles interrogations sur la réalité du monde d'aujourd'hui. Qu'on découvre un personnage qui a des rêves plein la tête et qui font rêver les gens qui vont voir ce film ce soir. C'est l'occasion vraiment de penser à autre chose et de voir des films qui peuvent changer des choses. Et voilà. L'important, c'est de fédérer autour d'un événement culturel au sens large, que ce soit des salles de cinéma, de spectacles, d'autres lieux comme les universités ou autres, pour pouvoir créer un événement qui est un peu différent de ce qu'on peut vivre dans un cinéma classique et de pouvoir faire participer un public dans différents lieux du territoire. Pour cette première soirée de projection, 51 a rassemblé 470 personnes. Le festival continue jusqu'au dimanche 15 novembre dans 9 lieux de Saint-Quentin en Yvelines. Saint-Quentin, c'est donc jusqu'au dimanche 15 novembre. Ce week-end, de nombreux autres rendez-vous sont proposés. Toujours des projections de documentaires, bien sûr, des rencontres, mais aussi des ateliers. Et notamment ce samedi au Ciné 7 d'Elancourt, vous pourrez ainsi découvrir les bases de prise de vue réelle et pourquoi pas réaliser votre premier plan séquence. Écoutez Cécile Giraud-Babouche, la coordinatrice de l'association Contre-Champ, qui anime cet atelier. On partira en fait des origines du cinéma avec les frères Lumière, voilà, qui réalisaient ce qu'on appelle des vues, donc des plans assez courts de scènes de la vie quotidienne. Donc voilà, on remontera au début du siècle. Et on leur fera découvrir qu'on peut faire du cinéma toujours en plan séquence, mais avec de nouveaux outils, donc les téléphones portables par exemple. La clôture du festival se fera dimanche au Ciné 7 d'Elancourt. Le documentaire choisi vous plongera dans l'aventure de l'expédition Tara. Avant de regarder un extrait, écoutez Luc Boucan, le directeur du Ciné 7. Mais c'est passionnant. Moi, j'ai vu ce film à la télévision, je crois. Je me souviens plus exactement, mais il me semble que je l'ai vu à la télévision il y a quelques années. Et j'ai trouvé que l'aventure de ces 8 ou 9, je ne sais plus exactement, scientifiques qui se laissent comme ça complètement prendre volontairement avec un bateau qui résiste aussi, qui a été conçu pour ça, dans la banquise pour faire des expériences scientifiques. Donc, la vie en vase clos. Donc le documentaire est très bien fait parce qu'on voit à la fois de quelle façon les choses se passent entre eux, donc c'est comme une aventure humaine. Nous nous connaissions à peine avant d'embarquer sur Tara. Et pourtant, nous allions passer 8 mois ensemble, prisonniers du grand désert arctique, au cœur de l'hiver polaire. En septembre 2006, le voilier Tara est seul au milieu de l'océan Arctique, emprisonné dans les glaces de la banquise. Nous sommes 8 hommes à son bord et nous commençons une incroyable expédition, une dérive de 2000 km, prisonniers des glaces.
Si vous n'avez pas l'occasion de vous rendre dans les salles obscures, les documentaires sont aussi à découvrir sur notre antenne durant tout le week-end. Et pour retrouver toute la programmation du festival, l'adresse du site internet s'affiche en bas de votre écran. On passe tout de suite à notre premier invité. On prend une toute autre direction cette fois avec le festival de Rambouillet. Si l'événement a débuté en octobre dernier, ce week-end, de nombreux rendez-vous sont à découvrir. Et pour en parler, nous a rejoint en plateau Christophe Mabin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la communication de la commune de Rambouillet. Alors cette année, c'est le 4e festival culturel de la commune et vous avez choisi pour thème l'Arménie. Pourquoi ? Alors l'Arménie, d'abord, c'est le 100e anniversaire du génocide. Donc nous avons pensé qu'il fallait marquer le coup sur cet événement tragique. Mais c'est également parce que nous avons la tradition à Rambouillet d'ouvrir la ville sur l'extérieur. Il y a quelques années, nous avions également fait un festival sur le Liban. À chaque fois, ce sont des pays qui appartiennent à la francophonie, mais c'est également des pays qui ont souffert, qui ont traversé des périodes de leur histoire dramatique et qui ont une culture extrêmement vivante et qui les aide à survivre. Donc les thèmes des tables rondes qui vont avoir lieu demain parlent de ça, parlent de la culture et de son pouvoir de résilience, mais également on aura des grands historiens qui vont nous parler des questions géopolitiques de cette zone qui sont en bordure de la Syrie, de l'Irak et des zones extrêmement tendues en ce moment. Et je pense que ça va être très intéressant pour tout le monde. Vous le disiez, c'est des pays qui ont une histoire pas facile. C'est aussi le moyen de faire découvrir aux gens cette histoire parfois peu connue. L'Arménie, on en parle finalement peu, à part le génocide. Tout à fait. C'est un pays qui est largement ignoré, très très enclavé, un peu étouffé par ses énormes voisins, mais qui a une culture très très riche et très particulière, et surtout extrêmement ancienne, puisque on dit que c'est le berceau du christianisme et que 3 siècles après Jésus-Christ, l'Église arménienne était déjà extrêmement vivante. Une culture très riche, vous l'avez dit, et notamment vous proposez des expositions photos, des concerts. Ces artistes, vous les avez découverts comment ? Alors, on les a découverts au fur et à mesure de la construction et de l'élaboration de ce festival, qui, je dois le dire, a été conçu par Marika Resmel, une élue du conseil municipal de Rambouillet, qui avait à cœur de faire connaître aux Rambolitains cette culture très très riche. Donc elle est allée petit à petit à la rencontre des Arméniens que l'on connaît. On connaît tous Robert Guédiguian, ce grand réalisateur, mais on connaît aussi assez bien Antoine Agoujian, qui est un grand photographe. Et petit à petit, en rencontrant ces Arméniens de France, on a découvert d'autres Arméniens, d'autres grands artistes que l'on a invités à Rambouillet. Vous disiez tout à l'heure, vous avez parlé de Robert Guédiguian et mardi prochain, le 17 novembre, sort notamment une histoire de fou avec Simon Abkarian, Ariane Ascaride et Grégoire Le Prince Ringuet. Le long métrage parle notamment du génocide arménien, sa reconnaissance, voire carrément sa non-reconnaissance dans les années 80. Et la projection se fera en présence du réalisateur et de l'acteur principal. C'est le moyen aussi d'être au plus près des gens. Tout à fait. C'est un moyen de faire en sorte que l'ensemble de la population de notre ville de Rambouillet puisse être au contact d'autres cultures. Donc il y a des programmes qui sont adaptés au plus jeune âge. On a créé des ateliers pour les tout petits sur des miniatures, puisque c'est une des caractéristiques de la culture arménienne. On a ouvert aussi à des artistes style Manoukian, qui va se produire à la Maison des Jeunes et de la Culture. Et puis, effectivement, le cinéma de Robert Guédiguian, il va être mis à l'honneur. Et surtout, on a l'honneur et le plaisir d'accueillir Robert Guédiguian lui-même avec son acteur fétiche que tout le monde connaît, Simon Abkarian, et qui, je pense, va faire venir beaucoup de monde découvrir l'histoire de l'Arménie, puisqu'effectivement, cette histoire de fou parle de l'histoire de l'Arménie et de cette difficulté que les Arméniens ont eue de faire reconnaître ce génocide. Et justement, ce film, je vous propose de regarder la bande-annonce. Nous sommes de purs révolutionnaires, solitaires, indépendants, orgueilleux et fiers. Aucune force au monde ne pourra salir notre lutte ni épuiser notre volonté. Vos pères se vengeaient comme Télériane.
Et au moins, ils ont tué une cinquantaine des 500 criminels de la liste qu'ils avaient établie. Depuis, plus rien. Votre génération a renoncé. Vous êtes vos propres fossoyeurs. Soyons les héritiers de Télérial et finissons son œuvre de justice. Justice pour le peuple arménien. J'ai toujours dit que j'étais arménien. Mais je n'ai jamais trahi personne. Je te respecte pour ça. Et pour le reste, tu me méprises. On a toutes les raisons de penser qu'il s'agit de terroristes arméniens. Aram a eu lieu à cet attentat. Il est parti rejoindre la lutte armée. À Beyrouth. Je suis arménienne. Je voulais vous demander pardon. Je me fous du peuple arménien. C'est peut-être mon fils qui vous a fait ça. T'as déjà blessé ou tué quelqu'un d'innocent? Tu dois arrêter d'y penser. Les vrais hommes pensent. La plupart des Arméniens sont contre la violence. La plupart sont votre fils. Qu'est-ce qu'il veut, Gilles Tessier? Il veut parler à Aram. Fais ça pour moi. C'est de la folie. Il y a des pages qu'on ne tourne jamais. Si Gilles veut voir son bourreau en face, je le comprends. Et son bourreau, c'est mon fils, figurez-vous. Christophe Mabin, on a vu la bande-annonce. Tous les rendez-vous, pour le public, ça se passe comment? Alors c'est très simple. Pour demain, les tables rondes sont ouvertes à tous, c'est gratuit. Donc venez à 15h au relais du château, c'est tout près du château de Rambouillet. Et là, vous verrez de grands spécialistes de l'histoire arménienne et en présence du président du Sénat, Gérard Larcher, mais également animé par Brice Couturier, journaliste connu de France Culture. Et puis, vous pourrez en profiter pour aller voir à 200 mètres de là les très belles expositions photos, notamment d'Antoine Agoudjian, qui vraiment a fait un très très beau travail sur son pays. Merci Christophe Mabin d'être venu nous parler de ce festival. On vous l'a dit, ça commence dès demain avec 2 expositions. Ce week-end aura lieu à Versailles un salon des métiers d'art. C'est le premier salon organisé par la Chambre des métiers et de l'artisanat. Il rassemblera des verriers, des tailleurs de pierre ou encore des restaurateurs d'objets anciens. Écoutez Evelyne Cazoté de la Chambre des métiers. Notre objectif est de mettre en valeur ces artisans qui sont des passeurs de voyages, de rêves, de création sur des métiers liés à notre passé et également à notre devenir. Ils sont 53 sur le salon et vous avez sur le territoire des Yvelines 860 entreprises artisanales qualifiées de métiers d'art. Avant d'accueillir nos 2 prochains invités qui, eux, nous parleront photographie, nous prenons la direction du pavé du Canal. Cette semaine, Laurent Garin s'intéresse à Qui vivra, qui mourra, un ouvrage qui vous plonge dans un monde où il n'y a pas assez de ressources pour vivre. Qui vivra, qui mourra, c'est la question centrale de cet ouvrage, de savoir qui arrivera à survivre dans des moments soit de pandémie, de guerre, de famine, et la question donc de qui sera écarté dans un groupe où normalement tout le monde doit survivre. Enfin, la question centrale donc, et philosophique, c'est finalement qui est écarté et qui conservé. Alors il y a aussi question d'éthique morale et d'éthique médicale donc, dans ce livre, concernant par exemple les greffons, à qui on dédie finalement certains greffons sur des cadavres, aussi concernant tous les vaccins, à qui on dédie les vaccins. Alors se pose la réflexion de la question économique ou de la question humanitaire, donc toute la réflexion du livre va se porter sur comment réagir vis-à-vis de ces crises et quelles décisions doit-on prendre vis-à-vis de tout ça. Ce que moi j'ai trouvé très troublant et finalement très intéressant et très profond dans ce livre, c'est que l'auteur met en perspective des événements historiques comme la Shoah, comme la guerre, comme la famine en Afrique, et elle met en perspective vis-à-vis de fiction contemporaine. Donc elle met par exemple Spider-Man qui a le choix entre sauver une vingtaine de gamins qui sont bloqués dans un téléphérique ou sauver Marie-Jeanne. Voilà. Donc cette façon qu'ont maintenant, que ce soit les romans jeunesse ou toutes les fictions contemporaines, d'avoir ce choix de sélection entre qui doit rester et qui doit mourir. L'auteur s'articule tout autour de nos fictions qui sont là de tous les jours, que l'on peut voir soit dans nos romans, soit dans nos films. Et cette question-là reste aussi centrale sur ces fictions-là. Tout au long du livre, l'auteur nous montre le lien qui peut donc exister entre les fictions contemporaines et tous les événements tragiques qui ont pu avoir lieu durant toute l'histoire, et que finalement ce n'est pas forcément le tragique qui prend le dessus, et on peut avoir une vraie réflexion
concernant ces décisions. Pour continuer ce 7-8 week-end, votre magazine Sorties et Loisirs, nous allons maintenant parler du 8e art et plus particulièrement de la photographie. Claude Chose, bonjour. Bonjour Mélanie. Vous êtes président de l'Union régionale photographique. Vous venez régulièrement ici pour nous parler de concours photo, mais cette fois, vous avez tenu à nous présenter un photographe professionnel qui est là avec nous. Il s'agit de Jean-Pierre Évrard. Bonjour à tous les deux. Alors, Claude Chose, pourquoi déjà avoir choisi de nous présenter le travail de Jean-Pierre Évrard ? Mais je connais Jean-Pierre depuis plusieurs années et j'ai toujours été surpris et très agréablement surpris par son travail. C'est quelqu'un aussi qui m'a aidé en tant que photographe à juger mes photos. Et Jean-Pierre, au sein de la Fédération photographique, a souvent été le juge de la Coupe de France noir et blanc et entre autres la dernière fois à Villaines-sur-Seine et en 2010, je crois, c'était aussi à Issy-les-Moulineaux. Donc Jean-Pierre a une carrière de photographe très longue. Il a travaillé chez un important, une importante entreprise de la photo, puisqu'il a été très longtemps chez Kodak. Mais je pense que le mieux, c'est de lui laisser la parole pour qu'il puisse nous expliquer lui-même, si vous voulez, ce qu'il a fait. Alors justement, Jean-Pierre Évrard, est-ce que vous pourriez nous faire un petit résumé de votre parcours ? Alors, vous êtes très très rapide. Je suis rentré dans la photographie par la voie de l'apprentissage. Et après mon service militaire, simplement j'avais l'intention de me perfectionner. Je suis rentré chez Kodak. Une seule chose que je n'avais pas prévue, c'est que 5 ans après, j'avais 5 enfants, ce qui fait que j'ai trouvé beaucoup plus prudent de rester dans une grande société qui m'a apporté énormément sur le plan technique, parce que bien sûr bénéficier de l'apport des ingénieurs de Kodak, c'est une très très grande richesse. Et je suis resté donc plusieurs années en charge notamment de la formation marketing des photographes professionnels. Après, j'ai quitté Kodak lorsque mes enfants étaient élevés et je suis rentré dans une agence qui était à l'époque à ses côtés, qui s'appelait l'agence Métis, qui malheureusement a fermé comme beaucoup d'agences par la suite par l'évolution des techniques. Et je me suis consacré donc ces 10 dernières années surtout à la vente dans les galeries, puisque j'ai 2 galeries qui me représentent à Paris. Mon plaisir, c'est de travailler beaucoup avec des musées ou avec des collectionneurs. Vous exposez beaucoup, on a vu plusieurs de vos photos à l'écran. Qu'est-ce qui vous attire pour prendre une photo, un regard, un mouvement, une situation ? Oui, vous avez prononcé un mot qui est très important pour moi, c'est le regard. La photographie, c'est un moyen de communiquer. Et notamment, comme je suis très spécialisé sur l'Afrique, puisque j'ai passé une grande partie de ma carrière, même lorsque j'étais chez Kodak, j'avais découvert l'Afrique. Et donc, c'est mon lieu préféré. Et il n'y a rien qui me met plus en colère que lorsque je vois des amateurs qui sont dans ces pays-là avec des appareils, des grandes focales qui se cachent derrière un arbre pour photographier des gens qui ne veulent pas être photographiés, alors que pour moi, au contraire, je travaille très très près des gens, à 1 mètre, et je veux que les gens me regardent, je veux qu'ils participent à ma photo, et ça, c'est pour ça, c'est très important pour moi, le regard, ça c'est... C'est ça, Claude Chose aussi qui vous intéresse dans le travail de Jean-Pierre Évrard ? Alors moi, ce qui m'a d'une part le regard, disons, je suis les conseils de Jean-Pierre. C'est clair que si vous voulez que moi aussi dans ma photographie, je m'appuie sur le regard, la communication avec les gens. Quand je demande toujours des autorisations aux gens de les photographier, mais moi, que j'aime beaucoup dans le travail de Jean-Pierre, c'est aussi son travail sur la lumière et les ombres. Donc, je ne sais pas ce que tu pourrais nous en dire, parce que je crois que c'est quelque chose de très important chez toi. Oui, c'est très important. En réalité, je reste un petit peu sur l'Afrique, parce que j'ai photographié dans beaucoup de pays, mais l'Afrique, c'est quand même le pays qui m'intéresse le plus. Il y a 2 types de lumière. Il y a la lumière de l'Afrique de l'Ouest et il y a la lumière de l'Afrique du Nord. C'est un petit peu comme dans un studio. Dans un studio, il y a des parapluies. Vous savez, on photographie avec des grands parapluies pour donner une lumière très douce. Ça, c'est l'Afrique de l'Ouest. Et puis il y a des spots avec une lumière très, très, très dirigée, avec des ombres très fortes. Ça, c'est l'Afrique du Nord. Et ça demande un travail particulier, finalement. Il faut avoir un certain œil, il faut prendre son temps, peut-être, pour prendre ce type de photo. Oui, il faut avoir des réflexes, il faut avoir... Et puis... notamment sur le Maroc, je recherche à composer mes photos en tenant compte énormément des ombres et des lumières. Pour moi, c'est un petit peu le décor de mes photos. L'ombre, la lumière et surtout beaucoup de travail sur le noir et blanc, c'est une volonté particulière. Je travaille
qu'en noir et blanc, je ne travaille qu'en argentique. Oh, c'est peut-être une solution de facilité, mais je suis dans la photographie argentique depuis l'âge de 18 ans. C'est un métier que je connais bien. C'est un métier qui disparaît un petit peu, tout doucement, pour faire place aux nouvelles technologies. Alors je dis attention, cette place que je tiens un petit peu à la défendre jusqu'au bout, parce que ce sont des techniques qui vont disparaître peut-être pas, mais enfin il y a un savoir-faire qui est important que je possède, et donc autant l'utiliser au maximum. L'argentique, ça doit demander une certaine réflexion quand même. Ce n'est pas comme actuellement les numériques où on peut prendre beaucoup de photos et supprimer derrière. C'est évident, mais il y a quand même dans la photographie, il y a toujours la notion de choix. Et que ce soit fait en rafale ou pas du tout, arrive un moment où on se trouve, pour moi c'est face à ma planche contact, où j'ai toutes les photos que j'ai faites sur un film, et là on passe beaucoup de temps à éliminer, à choisir les photos, etc. Et ça revient un petit peu au même, au lieu de le faire le soir en rentrant dans l'hôtel et puis d'effacer la réflexion toutes se ces fait avant photos, plutôt qu'après. Là on le fait un petit peu après. Et dans les photos qu'on a vues tout à l'heure à l'écran, il y en a deux, moi, qui m'ont particulièrement marqué. Finalement, Claude Chaude, on a presque le même choix. Le même choix, oui, voilà. La première, est-ce que vous pouvez, Jean-Pierre Évrard, m'expliquer l'histoire de cette photo? Oui, c'est une rencontre extrêmement rapide. C'est passé à Bangui, en Centrafrique. Je photographiais à l'intérieur d'une école de filles. Et j'étais en cours de récréation et les enfants jouaient. Arrive un moment où la maîtresse tape dans les mains et tout le monde se met en ligne. Là-bas, dans ces pays-là, ils sont très disciplinés, ils sont même encore en uniforme, etc. Et il y a tous ces élèves qui étaient groupés, etc., prêts à rentrer dans la classe. Et ils étaient peut-être une dizaine ou une vingtaine. Et il y avait cette petite fille, tout de suite qui m'a attiré. Et elle aussi m'a regardé. Et il y a eu un petit moment de complicité de quelques secondes que je n'ai jamais oublié. J'ai fait cette photo et j'étais ravi. Malheureusement, ce qui se passe très souvent en Afrique, 2 mois après, il y a eu une révolution à Bangui. Je sais que cette école, qui était une école privée tenue par des religieuses, a été entièrement détruite. J'aurais bien aimé envoyer ma photo à cette petite fille, et puis, qui maintenant doit avoir 25 ans ou 30 ans, qui doit être mère de famille. Qui a un très beau regard, presque malicieux. C'est ça qui vous plaît dans cette photo, Claude Chaude, ce regard de la petite fille. Moi, je suis, si vous voulez, Jean-Pierre m'a offert un tirage de cette photo, et je dois dire qu'elle est dans mon bureau et que je la regarde. Et tous mes amis qui la voient sont absolument fascinés par cette photographie. Donc c'est clair. Mais Jean-Pierre a aussi, dans son travail photographique, un rôle, si vous voulez. Il tient à ce rôle qui est aussi de perpétuer, vous savez, des métiers qui disparaissent. Peut-être que tu peux nous en dire quelques mots, Jean-Pierre. Oui, c'est un petit peu le rôle d'un photographe, c'est de garder des traces de moments qui ont existé et qui n'existent plus, parce que même si ça s'est passé quelques secondes avant, ça n'existe plus. Donc ce sont des traces. Et il y a des métiers qui existent encore, pas très loin, par exemple au Maroc, c'est quand même tout près, on voit encore des gens qui travaillent, qui filent la laine, qui travaillent à la charrue. Et j'oublie pas que lorsque moi j'étais enfant, tout de suite après la guerre, eh bien tous ces métiers existent en France, ils n'existent plus. De même les outils. Tous les enfants de mon âge, après la guerre, il y a toujours la maman qui demandait à l'enfant, tiens, est-ce que tu peux moudre le café? Donc elle avait le moulin à café en tournée. Maintenant, ce moulin à café, on ne le voit plus, on ne le voit plus que chez les antiquaires. Eh bien, c'est un petit peu pareil, tous ces petits outils, eh bien, j'aime bien les photographier. On sent que la tradition vous porte quand même dans les photos. Oui, bien sûr, énormément, c'est sûr, oui. Autre chose, le travail de Jean-Pierre Évrard, c'est inspirant pour un photographe amateur ou professionnel, mais plus jeune peut-être? Disons que tous les gens de notre union régionale et même au sein de la Fédération photographique de France apprécient le travail de Jean-Pierre Évrard. Lorsqu'il il est juge dans des concours, il est extrêmement... il donne beaucoup de conseils aux gens, il explique pourquoi il juge une photo, et ça, je trouve que Jean-Pierre, sur cet aspect-là, a beaucoup de mérite, parce qu'il dit aux gens pourquoi c'est comme ça. Et moi, je peux vous assurer que je rencontre souvent Jean-Pierre avec mon
mon propre travail pour lui demander son avis, parce que moi, contrairement à Jean-Pierre, je travaille en numérique, mais Jean-Pierre m'a appris aussi, m'a fait des remarques sur, parfois on pousse les curseurs un petit peu trop, et qu'on puisse donner à la photo numérique aujourd'hui le côté, je vais dire, le reflet de ce qu'était la photo argentique, où vous avez de la douceur dans les couleurs ou dans le noir et blanc, qui permet, si vous voulez, de porter un rêve aux gens, de faire rêver les gens et de les faire voyager. Voilà. Merci à vous deux d'être venus. J'espère peut-être que Jean-Pierre Évrard, votre travail aura donné des envies, voire peut-être aller voir des expositions. Je crois que vous avez deux expositions à proposer. Il y a deux expositions dont je voulais vous parler. D'une part, c'est dans le cadre du festival sur le documentaire 51. Donc, il y a des photos sur les paysages, la nature qui sont exposés au centre Sky West, si vous voulez, au rez-de-chaussée, au pied des escaliers qui mènent au cinéma. Et deuxièmement, c'est basé sur la nature, c'est ça? Sur la nature, oui. Vous avez de très belles photos aériennes ou des photos d'ours blancs et d'un oiseau que j'invite les gens parce que c'est une espèce endémique. C'est l'oiseau à bec sabot, qui est un oiseau tout à fait particulier qui vit, je crois, en Ouganda. Et la deuxième exposition est un peu plus loin, par contre. Est un peu plus loin, à Vilaine-sur-Seine, mais il y a un invité d'honneur qui s'appelle Michel D'Outremont. Et l'exposition dure du 17 au 29 novembre. J'invite aussi, donc c'est au Photoclub de Vilaine-sur-Seine, qui peut-être un jour sera notre invité, et j'invite les gens à aller voir cette exposition parce que c'est un travail, ce club fait un travail assez remarquable sur la photo et sur la photographie. Donc voilà. Et puis dernier point, je rappellerai notre concours, si vous voulez, votre regard sur votre ville. Nous attendons vos photos jusqu'à lundi 16, c'est très facile. Vous envoyez ça sur l'adresse mail rédaction@tvfiction18 sur notre écran. Et nous serons heureux d'accueillir le vainqueur dans 8 jours. Puisque nous annoncerons la semaine prochaine. Voilà. Merci à tous les deux d'être venus. Le 7-8 week-end, c'est terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis. La semaine prochaine, c'est Mickaël Elmidoro qui vous proposera sorties et loisirs. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end.